Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le jeu et l'autre existent et se construisent par leur relation. L'individu n'est pas seul sur Terre. Il y a les autres personnes, il y a autrui. La relation humaine implique au moins deux personnes, moi et autrui. J'écris autrui avec un A majuscule, car l'Académie française me l'autorise et surtout, car autrui est très important, c'est autrui qui nous dit qui on est et c'est grâce à autrui qu'on devient un être humain. Sans autrui, point d'être humain. L'individu est conscient de son existence grâce à la conscience de l'existence de l'autre. Autrui, ami ou ennemi, nous fait évoluer dans tous les domaines, familial, voisinage, travail, etc. Boris Cyrulnik, en racontant son enfance traumatisante après la libération de la France et en ayant été ballotté dans divers foyers, écrit « Tout baigné dans un silence d'aquarium comme une scène vue en rêve ». Pour lui, ce n'est pas ainsi qu'un homme doit vivre. Il doit avoir un foyer, des parents, des copains, une école, des rêves. Un être humain ne peut pas vivre dans un aquarium, il a besoin d'espace et de mots. 2014a, page 77. L'un existe si l'autre existe. Les relations humaines sont donc affaire de tous. L'autre n'est pas moi et pourtant Rimbaud écrit « Je est un autre ». Lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871. Ce qu'affirme Nietzsche est sans doute bien plus étonnant encore. Je est plusieurs, multiplicité, conflit, à la fois personne et tout le monde, cité par R.P. Droit 2011 page 302. Nous dirons plutôt que je est ma capacité à entrer en relation avec l'autre. Cet autre peut être mon contemporain dans l'espace ou mon ancêtre ou successeur dans le temps. Je suis les liens que je tisse, confirme Albert Jacquard, 1997 page 16. Le terme alter ego condense alter l'autre et ego moi-même. Autrui est l'autre et aussi mon prochain. L'autre est différent, mais aussi similaire à moi. Il est impossible de concevoir l'individu sans prendre en compte son entourage. Une personne existe quand les autres la reconnaissent. Une personne qui fréquente peu les autres ou toujours les mêmes personnes développe une identité pauvre. L'humanité est le produit de l'homme est le produit de l'humanité. L'homme est une identité qui a incorporé le collectif. Il est une liberté, et en même temps il est le produit de la société. L'homme doit résoudre sa grande contradiction. Il a besoin des autres pour exister, mais il est jaloux de sa liberté. Jean-Paul Sartre dans son livre « Saint-Genet comédien et martyr » nous propose une analyse qui concilie les deux approches. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. L'approche psychologique et l'approche sociologique sont réconciliées. Dans la réalité, il n'y a pas de coupure entre moi et autrui. La psychanalyse qui est née de la thérapie face à face entre le patient et l'analyste a glissé vers une approche plus collective de l'individu. D'où les textes plutôt sociologiques tels que « Psychologie des foules et analyse du moi »,« Malaise dans la civilisation »,« Moïse et le monothéisme », dans lesquels Freud intègre le lien social comme facteur constitutif de l'identité de la personne. L'autre est présent chez nous. Par exemple, dans nos rêves qui par définition sont construits par nous-mêmes, l'autre est très souvent présent. Les rôles que nous lui faisons jouer sont en dernier ressort des projections de nos désirs et de nos angoisses. L'autre nous provoque une émotion. La vie est riche s'il y a des émotions, des expériences, des événements. Bref, s'il y a une historicité, ce concept porte sur ce qui a un impact sur l'individu ou sur la société et qui par conséquent provoque un changement. Selon Nietzsche, si l'homme avait vécu en solitaire, il aurait pu se passer de la conscience de lui-même. L'individu se constitue comme personne par l'existence de l'autre. C'est parce que l'autre nous déteste ou nous aime que nous existons. C'est parce que l'autre nous parle, nous regarde, nous écoute que nous existons. Grâce à l'autre, nous pouvons survivre. Quand le jeu est fragile, le nous sert de prothèse. B. Cyrulnik, 2014a, page 261. En effet, pour un individu, être en interaction avec les autres, voir et être vu, parler à l'autre et réciproquement signifie vivre. L'expérience relationnelle, négative ou positive, nous fait vivre. Sans les autres, nous perdons notre caractéristique d'être humain. Un bébé devient un être humain par l'interaction avec les autres. Le jeune enfant développe sa conscience lors des échanges avec les autres, parents, famille, voisins et autres. Au commencement, les parents établissent des échanges de confrontation avec l'enfant pour contraindre ses tendances égoïstes primaires,
puis plus tard vers des échanges d'expression, d'entraide et de construction d'identité réciproque. Selon Carl Jung, la rencontre de deux personnes est comme le contact entre deux substances chimiques. Il se produit une réaction, les deux sont transformés. La relation humaine va du rapport distant où les personnes ne se rencontrent pas, à l'interaction où ils se rencontrent sans approfondir jusqu'à la communication avec échange des informations et surtout des sentiments qui vont de la haine à l'amour. La vie de l'individu, et par extension son activité, prendra son sens en fonction des autres, en tant que destinataire et en tant que miroir. La vérité de son être et la vérité de ce que sont les autres passent par autrui. Dans la relation interpersonnelle, chacun construit une représentation de l'autre et établit des attentes. Les attentes correspondent à la satisfaction des besoins, survivre, mais surtout à la satisfaction des désirs, vivre. L'attente va être construite par l'individu. Cette construction d'attente est en partie rationnelle et en partie affective. L'autre répondra rarement à l'attente. Il n'a pas participé à sa construction. Sauf si l'échange entre les deux la clarifie. Dans ces cas, la rencontre de deux volontés est nécessaire. Dans le cas contraire, pour l'individu, il va y avoir deux autrui, le réel et le construit, puisqu'il s'agit d'une rencontre entre deux personnes qui pensent, mais qui ne connaissent pas ce que l'autre pense et souvent elles oublient que l'autre pense. F. Cuevas, 2011, page 141. Face à autrui, ma responsabilité est engagée à tout moment. La collectivité, c'est-à-dire les autres, représente une source constitutive de notre identité. La difficulté est que chaque collectivité se modifie sans cesse puisque ses membres changent en permanence. Par le jeu d'identification, nous changeons alors nous-mêmes. Cela demande un effort constant d'élaboration de représentation des autres, et de la présentation de notre propre personne aux autres. La question du nouveau se pose à chaque occasion. Chacun est irréductible à l'autre, à savoir chacun doit accepter la liberté de l'autre et son inaccessibilité complète, et vice-versa. Entre ce que nous percevons de l'autre et la réalité de l'autre, il y aura toujours un hiatus. Attraction et répulsion pour l'autre. Freud nous rappelle ce qu'est la relation humaine en citant Schopenhauer. Un jour d'hiver glacial, les porcs-épics d'un troupeau se serrèrent les uns contre les autres afin de se protéger contre le froid par la chaleur réciproque. Mais douloureusement gênés par les piquants, ils ne tardèrent pas à s'écarter de nouveau les uns des autres. Obligés de se rapprocher de nouveau en raison du froid persistant, ils éprouvèrent une fois de plus l'action désagréable des piquants, et ces alternatives de rapprochement et d'éloignement durèrent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une distance convenable où ils se sentirent à l'abri des maux. 1930, page 112. De son côté, Aristote développe l'idée de l'autarcie, comme la recherche par l'individu d'un équilibre entre la dépendance sociale et la solitude radicale, une recherche d'une vie sociale fondée sur l'autonomie. L'étrangeté de l'autre fait peur et éveille notre curiosité. L'individu peut avoir peur de l'agressivité de l'autre. Son comportement lors de la rencontre sera peut-être défensif. En même temps, il sait bien que la rencontre peut lui permettre d'enrichir son identité et satisfaire ses besoins et ses désirs. Si l'autre manifeste une attitude positive, son comportement sera plus ouvert car il dépend de l'autre pour exister. Deux mouvements sont donc observables, la répulsion et l'attraction. L'homme voit l'autre comme un danger ou une chance, comme un persécuteur ou une sécurité, comme une possibilité de satisfaire ses propres désirs ou comme un obstacle. Ces mouvements sont à la base de toute relation humaine, et par conséquent des comportements concrets des individus. Dans les deux cas, l'homme reconnaît l'existence de l'autre. Il ne peut rester sourd ou aveugle à sa parole, à sa détresse peut-être, en tout cas à son existence. E. Henriquez, 2000, page 70. Une compétition ou une alliance émerge. L'attraction et la répulsion sont guidées par les expériences préalables vécues par l'individu. Lors d'une rencontre, les individus échangent avec ou sans plaisir, avec répulsion ou attraction, mais en tout cas ils établissent une relation humaine. Le lien social est une source de bonheur, mais aussi de souffrance. L'autre dans les sociétés humaines a toujours été perçu comme étant celui qui va être haï, utilisé, toléré, considéré, aidé, compris ou avec qui on va sympathiser, l'intégrer voire pour qui on va se sacrifier. Déjà Freud en 1921 écrivait « Dans la vie psychique de l'individu pris isolément, l'autre intervient régulièrement en tant que modèle, objet, soutien et adversaire. » Freud, 1921.
Il est modèle, car il devient une référence et une source d'identification. Objet pour satisfaire nos désirs. Soutien comme source de solidarité. Adversaire comme source d'hostilité. De son côté, Henriquez développe l'idée que par rapport à nos égaux, nos semblables, nous sommes toujours mis en demeure de répondre à une question. Puis-je en faire mon inférieur, mon collaborateur ou mon esclave, ou dois-je le respecter comme mon supérieur ? 1983, page 187. Pour éviter des abus, la loi, règles, contrats, codes, etc. encadre la relation humaine. Dans tous les cas, l'autre a une valeur, négative ou positive, pour l'individu. Luc Ferry, dans son livre L'Odyssée ou le miracle grec 2015, page 13, écrit « Il s'agit pour Ulysse de passer de la guerre à la paix, d'Eris, la discorde à Eros, de la haine à l'amour, du chaos à l'harmonie, de l'exil au retour chez soi, bref, de la vie mauvaise à la vie bonne. » Pour Ferry, dans son livre La naissance des dieux et du monde 2015, page 21, l'axe qui structure la philosophie grecque est le conflit entre les titans qui veulent le désordre, la violence et le chaos, et les Olympiens qui veulent l'ordre, la paix et l'harmonie du cosmos. La vie d'un homme, la relation humaine, la relation entre les collectivités sont marquées par la répulsion et par l'attraction, et par s'éloigner de la haine et aller vers l'amour. Le but de ce livre. Dans les entreprises, les méthodes de gestion financière, commerciale, de production, de logistique, etc. sont très développées. Pourtant, souvent les dirigeants affirment que la différence entre deux entreprises réside dans les personnes qui les composent, et que les principaux problèmes à traiter sont les conflits interpersonnels. Ces dernières années, des concepts de bonne gouvernance et de management participatif par exemple se développent. Mais elles ont toujours une vision de profit à court terme. Pourtant, il y a un consensus que les bonnes relations humaines contribuent à la performance de l'entreprise à long terme, mais avec une grande durée. Nous devrions parler alors de management par la qualité des relations humaines. La relation humaine est très complexe et très compliquée, tout change, comme le disait Montaigne. Notre connaissance sur les relations humaines est alors très réduite, raison de plus d'y réfléchir et de conduire des recherches dans ce domaine. Mais nous les pratiquons, même avec des connaissances modestes. Je suis de l'avis qu'elle vaut mieux des concepts instables et relatifs, utilisés comme des hypothèses, que des intuitions figées et inflexibles utilisées comme des lois sociales. Pour Kant, cité par Georges Pascal 1966 page 42, des intuitions sans concept sont aveugles. Les intuitions, je dirais, sont des hypothèses qui ne cherchent pas à être ni élaborées et encore moins à être soumises à l'épreuve. L'idéal serait de pouvoir expliquer les mécanismes des individus qui les poussent vers tel ou tel comportement. Pourquoi est-il méchant ? Pourquoi est-il altruiste ? Pourquoi est-il amoureux ? Cet idéal est trop ambitieux. Dans ce livre, je me propose d'explorer avec l'aide des divers auteurs quelques ressorts du comportement humain en société. Kurt Lewin, psychosociologue américain du milieu du XXe siècle, affirmait « Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie ». Mon ambition est de proposer des concepts opérationnels qui permettront de travailler la réalité sociale avec des outils appropriés. Travailler la réalité sociale signifie créer les conditions pour que les individus s'ouvrent sur les autres, que les groupes se décloisonnent et que les individus s'intéressent à autrui. Pour Karl Marx, la science et la philosophie ne doivent pas rester au niveau de la description et de l'interprétation du monde. Pour lui, il faut le transformer. Luc Ferry 2015 numéro 4 page 73 nous met en garde contre l'excès de conceptualisation et l'absence de concrétisation qu'on observe dans l'éducation actuellement. La philosophie va devenir une discipline scolaire, une scolastique se réduisant à une simple analyse critique, une discussion sur le sens des mots, ce que Kant nommera, non sans mépris, la philosophie généraliste, la philosophie qui se contente des apostrophes. Argumenter à propos de notions abstraites, pour ne pas dire de couper les cheveux en quatre dans des exercices scolaires purement rhétoriques. Je propose dans ce livre des concepts qui, pour exister, devront être pratiqués. Dans le cas contraire, ce travail aura été inutile. Les règles sont toujours élaborées avec le souci de respecter autrui. Un nouveau concept vient d'apparaître, compliance. La compliance signifie aller au-delà de la lettre de la règle et être guidé plus par son esprit, par le sens profond de celle-là. Mon souhait est que les personnes aillent plus loin dans les relations humaines dictées par la société, urbanité,
vers plus de fusion entre elles. Le but de ce livre est alors de contribuer à la compréhension et surtout, à l'amélioration des relations humaines dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Choix des thèmes et du cadre conceptuel. Dans ce livre, je vais explorer les différents niveaux de la relation humaine qui vont de la haine, répulsion ou négation de l'autre, jusqu'à l'amour, attraction ou fusion, voire négation de soi, en passant par des phases intermédiaires. Lorsque j'emploie le terme de niveau, je ne fais que simplifier pour des fins d'analyse les différentes sortes de relations humaines. La présentation de chaque niveau est succincte, due aux exigences d'un exposé synthétique. En réalité, il y a des continuités et des discontinuités entre eux. Je me permets parfois de regrouper des mots qui décrivent des relations ou des situations similaires, et de les ordonner, dans le but d'explorer le spectre d'une catégorie de relations au risque de faire une présentation trop schématique. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est le lien social, sa nature, sa complexité, sa conceptualisation et sa pratique concrète, son passé, son présent et son avenir, et d'en découvrir les relations de cause-effet. J'ai préféré le terme relation humaine à celui de rapport social, car le premier renvoie davantage à une relation directe alors que le second comprend aussi les rapports indirects. On cite par exemple les rapports entre agents économiques. La relation humaine se retrouve partout, au domicile, dans le quartier, dans l'entreprise, à l'école, etc. Ce livre est fondé sur les différentes sortes de rencontres. J'aurais pu l'appeler la rencontre, mais j'ai voulu aussi explorer les niveaux de relations humaines négatifs comme la haine et l'égoïsme. La question de la relation humaine me paraît fondamentale, nous la vivons tous les jours. Mon but n'est pas uniquement d'explorer les différents niveaux de la relation humaine, mais surtout d'explorer les liens entre ces niveaux. Bien évidemment, j'ai fait un choix arbitraire de thème. Le fil rouge est constitué d'un gradient allant de la répulsion à l'attraction, de la destruction de l'autre à l'enrichissement mutuel des identités voire à la fusion émotionnelle. Ce gradient, je l'ai structuré en niveaux successifs d'une échelle, mais j'aurais pu les appeler étapes, types, phases, etc. Et face à un environnement toujours en mouvement, chacun de nous va vivre tous ces 10 niveaux, alternativement et dans des proportions variables selon les situations vécues. Ce qui signifie que nous sommes tous capables d'être haineux, altruistes, amoureux, etc. Les niveaux de la relation humaine sont des caractéristiques des êtres humains. Les animaux ne sont ni méchants ni amoureux. Ils ne connaissent ni le mal ni le bien. Quand un individu rencontre un autre individu, sa première réaction est souvent de repérer les traits de similitude avec sa personne. Dans un second temps, il va explorer les différences qui vont lui permettre d'enrichir son identité. Chacun a sa propre trajectoire de vie et grâce aux échanges avec l'autre, les deux individus apprendront à se connaître, à trouver les éléments qui se superposeront ou se compléteront. Ces échanges vont aider l'individu à faire passer l'autre du rôle de représentant d'un groupe à sa singularité en tant que personne. Une fois l'autre assimilé comme similaire et comme différent, il ne pourra pas être perçu comme un autre moi, mais comme une autre personne à part entière. Faussement, l'individu aurait souhaité que l'autre ne soit pas différent. Cela l'aurait rassuré au premier abord. L'influence positive ou négative que l'autre exercera sur lui relèvera d'un mystère dont l'énigme l'intriguera tout le temps. Dans le cas d'une relation négative, haine ou égoïsme, l'autre sera perçu comme un obstacle à la satisfaction de ses désirs. L'autre sera à éviter voire à détruire. Inversement, dans le cas d'une relation positive, la fusion sera recherchée. Comme l'individu participe à divers groupes, il se posera la question du type de relation humaine à développer chaque fois. Devra-t-il maintenir le même type de relation comme lors des interactions précédentes, ou changer pour s'adapter à la nouvelle situation? À ne pas oublier que ces adaptations lui demanderont un effort psychique important. Bien évidemment, la société encadre les relations humaines et à travers l'État les légifère. Les lois et les règlements étant par définition obligatoires, les relations humaines qui entrent dans le cadre légal ne correspondent pas à mon analyse qui porte sur les relations spontanées. Pour désigner les deux acteurs principaux de la relation humaine, il y avait le choix pour le premier entre les mots individu, personne, sujet, homme ou être.
J'ai fait le choix d'utiliser le terme individu, car celui-ci a une origine plus biologique et représente une personne en constitution. Le second est appelé l'autre ou autrui, parfois personne. Les termes comme semblable ou prochaine ont été évités. J'ai évité de définir ce qu'est un individu ou une personne, parce qu'il est très difficile de le faire et surtout parce que le livre est centré sur la relation humaine. Je pourrais uniquement dire que pour moi un individu est un être en devenir, une personne. Bien évidemment la deuxième est plus complexe que le premier. L'être humain est principalement un être social, abstrait et intangible et à un degré moindre un être physique, concret et tangible. C'est la difficulté des sciences humaines et des sciences sociales de construire cet être humain social. Son intangibilité rend difficile toute démonstration des principes relationnels, mais si nous voulons améliorer cette société, nous devons comprendre les différentes sortes de relations humaines. L'ambition de ce livre est d'apporter une contribution dans ce domaine. D'autres tentatives de classement de la relation humaine, rares, ont existé et existent à travers la littérature. Déjà au XIIe siècle, la carte de Tendre a été établie par diverses personnalités, dont Catherine de Rambouillet, où des termes comme la reconnaissance, l'amitié, l'indifférence, les affinités, etc. sont utilisés. La littérature récente, moins d'un siècle, traite différents thèmes, haine, altérité, amour, etc. indépendamment les uns des autres. La relation humaine est très vaste. Il est impossible pour un chercheur de faire référence à tous, ou même aux plus connus. Le travail que j'ai entrepris est loin d'être exhaustif. Il s'agit plutôt de réflexions appuyées pour partie sur la littérature, mais aussi sur mes rencontres professionnelles avec autrui, sur mes expériences personnelles et sur celles de milliers de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie privée et professionnelle et sur les centaines d'interviews que j'ai menées lors des diverses recherches. Les propositions que je fais dans ce livre correspondent plutôt à la situation dans des pays occidentaux, et au début du XXIe siècle. La relation humaine étant très contextualisée dans le temps et dans l'espace, ces propositions devront être d'autant plus relativisées lors d'une utilisation en dehors de ces limites. L'ordre des chapitres, en fait les 10 niveaux de la relation humaine que je propose, structure le livre, de la négation de l'humanité de l'autre jusqu'à la fusion avec lui. La première relation humaine étudiée est la haine, chapitre numéro 1. Je me pose la question de savoir s'il s'agit d'une relation humaine, ou plutôt de la négation de l'autre. Haïr, c'est souhaiter, voire faire du mal à l'autre. Dans ce chapitre, je vais explorer la différence entre stéréotypes et préjugés. De même, je vais présenter comment certaines personnes finissent par vivre ce qui est appelé l'identification à leur agresseur. Quand l'autre est utilisé et reconnu comme objet de satisfaction des désirs, sans nécessairement vouloir lui faire du mal, à moins que cela soit indispensable, nous parlerons alors d'égoïsme, chapitre numéro 2. Dans ce chapitre, je vais explorer les ravages de la compétition sportive et présenter une analyse sur le nouvel individualisme. Quand l'autre est perçu comme ayant le droit d'exister et non comme un objet, nous parlerons de tolérance de l'existence d'autrui, chapitre numéro 3, qui est le minimum d'acceptation de l'autre. Dans ce chapitre, je vais aborder l'importance de la diversité, l'universalité du respect et chercherai à démystifier l'acception sociale positive de la tolérance. Si nous prenons en compte l'impact de nos actions sur autrui, nous dirons que nous faisons preuve de considération, chapitre numéro 4. C'est le premier niveau qui prend en compte le bonheur de l'autre. Dans ce chapitre, je vais aborder les concepts d'amabilité et de dignité, ce dernier étant très difficile à définir. L'aider sans chercher à établir un échange relève de l'altruisme, chapitre numéro 5. C'est le premier niveau qui engage une action positive concrète vis-à-vis de l'autre. La limite est qu'une aide n'implique pas nécessairement l'interaction et par conséquent la construction réciproque des identités. Dans ce chapitre, je vais aborder la différence entre don et intérêt et jusqu'où à quel point une personne altruiste est désintéressée. De même, dans ce chapitre, une différence entre éthique et morale sera proposée. Quand nous partageons avec l'autre une émotion positive de joie ou négative de souffrance, nous vivons la compassion, chapitre numéro 6, qui signifie sentir avec. La passion à l'origine fait référence à la souffrance,
mais avec le temps le sens du mot a dérivé vers la notion de sentiment qui peut être positif ou négatif. Dans ce chapitre, j'évoquerai comment la compassion a un impact sur nous, grâce au phénomène de l'identification. Il arrive qu'une personne, professeur, psychothérapeute, cadre, etc., soit en situation de devoir ou vouloir comprendre le vécu et le sentiment, passion de l'autre. Dans ce cas, elle devra faire preuve d'empathie, chapitre numéro 7. Celle-ci passe essentiellement par l'écoute d'autrui. Mais celle-ci n'a rien de spontané. Pour être efficace, elle doit être méthodique, à savoir qu'il faut suivre une formation spécifique pour éviter les nombreux travers qu'elle implique et éviter de tomber dans la fausse idée que l'empathie signifie se mettre à la place de l'autre. Dans ce chapitre, je présente une analyse du contre-rôle qui donne valeur au rôle que nous assumons. Si les personnes qui se rencontrent ressentent des affinités entre elles, et un plaisir de partager des moments ensemble, de faire avec, elles éprouveront des sentiments de sympathie ou d'amitié, chapitre numéro 8. Dans ce chapitre, je vais explorer la différence entre loyauté et fidélité, entre distinction et décontraction, le processus de contagion et l'importance de la confiance. Il s'agit du premier niveau de fusion émotionnelle. Si l'échange permet aux deux personnes de se reconnaître et s'enrichir mutuellement, nous parlerons d'altérité, chapitre numéro 9. Dans ce chapitre, je vais traiter de l'importance de la rencontre, réaliser une analyse de la dialectique entre l'être et le faire, explorer les difficultés de la représentation de l'autre et présenter une différence entre culture et civilisation. Enfin, la relation d'amour sera abordée, chapitre numéro 10. La personne conçoit sa vie avec l'autre, ou encore mieux, imagine fusionner sa vie avec celle de l'autre. L'amour peut être sexuel, sensuel, mais aussi asexuel. La question de savoir jusqu'où quelqu'un peut aimer tout le monde, toute l'humanité y compris les hommes les plus néfastes y sera abordée. Afin de faciliter la lecture, je commence chaque chapitre avec des notions essentielles de la relation humaine traitée. Pour illustrer et faciliter sa compréhension, je propose des exemples tirés de la vie quotidienne en famille, dans des cercles d'amis, en entreprise, en vie associative et d'autres groupes sociaux. Je présente beaucoup d'exemples en entreprise, car l'homme y passe une grande partie de sa journée et au moins le tiers de sa vie. Dans chaque chapitre également, je propose de réfléchir au rôle de l'éducation, pour éviter des attitudes et des comportements négatifs tels que la haine, l'égoïsme et la tolérance. Le but est d'en développer d'autres plus positifs tels que l'empathie, la sympathie et surtout l'altérité et l'amour si possible. Malheureusement, l'école nous apprend davantage le concept d'hypoténuse que d'écouter l'autre. À la fin de chaque chapitre, je présente les 5 ou les 6 idées principales à retenir. Je consacre à la fin de l'ouvrage un chapitre pour présenter des propositions d'éducation. J'ai été confronté à des choix d'affectation des concepts dans plusieurs chapitres. Des concepts tels que le respect peuvent s'attacher à différents niveaux. Ils ont un caractère transversal. J'ai présenté le respect lors du premier niveau qui le prenait en compte, la considération, bien que d'une façon très timide. L'autre, qui auraient pu être traités comme un niveau de la relation humaine à part entière, j'ai décidé de les traiter à l'intérieur d'un chapitre. Nous avons par exemple l'indifférence, qui est traitée dans les chapitres de la haine, de l'égoïsme et de la tolérance, l'antipathie et l'agressivité dans le chapitre de la haine, etc. Par ailleurs, l'indifférence n'est pas considérée comme un niveau de la relation humaine, car précisément elle est l'absence de relation humaine. Un niveau de relation humaine n'exclut pas nécessairement un autre. Il s'agit de tendances plus que de champs fermés. Les frontières entre les différents niveaux ne sont pas étanches. Des éléments de description réalisés dans un niveau peuvent s'appliquer dans d'autres. De toute façon, nous sommes tous constitués par l'ensemble des niveaux. Nous avons tous éprouvé de la haine, de la compassion, de l'amour, etc. Chacun des niveaux de la relation humaine présente des degrés d'intensité. Nous pouvons éprouver ainsi une grande haine ou peu de haine. Peut-on être scientifique dans le domaine des relations humaines? Tout le monde se fait une idée des relations humaines. Bien évidemment de façon intuitive. En revanche, la science réfléchit et élabore des concepts. Comme le dit Roger Poldroy, 2011 page 12, à propos de philosophes, ils pensent leurs pensées. Un spécialiste en sciences humaines ne se contente pas d'en élaborer les concepts.
S'il veut être scientifique, il devra les confronter et à la réalité et aux autres auteurs. Il n'a pas le droit d'être spontané ni irréfléchi. En matière de relations humaines, il est très rare de pouvoir proposer des réponses définitives. La vérité des philosophes, souligne Jeanne Hersch, n'est pas celle des scientifiques. Elle n'impose pas identiquement à tous par la contrainte de la logique, elle ne se démontre pas par A plus B. Cité par R.P. Droit 2013, page 246. Les spécialistes en sciences humaines examinent les idées des penseurs qui les précédent, les idées des scientifiques des autres disciplines, en les soumettant à la critique et en les mettant à l'épreuve de la réalité. Autrement dit, ils cherchent à observer dans le concret ce qu'ils avancent dans l'abstrait. Les philosophes et les scientifiques ont pour mission d'élaborer des concepts, afin de savoir en quoi les mots correspondent à des réalités. Le concret recouvre la réalité avec toutes ses contradictions. L'abstraction, ou conceptualisation, a du mal à les intégrer. Les concepts dans le domaine de la relation humaine sont difficilement démontrables. Dire que la compassion est délimitée par certaines caractéristiques déterminées permet la description du sentiment de cette compassion. Les spécialistes en sciences humaines se donnent du temps pour réfléchir, tandis que les autres individus pratiquent la pensée spontanée, donc irréfléchie. Ce livre s'appuie alors sur les sciences humaines et sur la philosophie. Ce travail a l'ambition de proposer des réflexions, des références et des illustrations qui permettent au lecteur de mieux cerner les différents niveaux de la relation humaine. Les relations humaines sont si complexes que proposer des hypothèses, qui seraient difficilement vérifiables, s'avère osé et peu profitable. En sciences humaines, il n'y a pas de loi, mais on observe quelques constantes à constater. L'explication scientifique étant très relative, les propositions restent toujours à valider et relativiser. La vérité se dévoile partiellement par la confrontation des analyses diverses. Elle ne sera pas univoque, mais la résultante d'une dialectique entre ces analyses. D'autant plus que la relation humaine est très complexe. Nous savons par exemple que le phénomène psychanalytique du transfert fait que la relation avec une autre personne est influencée par des relations affectives, souvent passionnelles, éprouvées avec d'autres personnes précédemment, souvent le père ou la mère. J'ose dire que la science la plus complexe est celle qui étudie les relations humaines. Je pars du principe qu'il faut vivre et sentir ce qu'on décrit. Descartes ne sépare pas la recherche de la vérité et la subjectivité. C'est un jeu qui respecte le principe de la distance chaleureuse, décrite dans le chapitre 7 sur l'empathie. Dans le domaine des sciences humaines, le jeu de l'auteur s'engage. Il doit être conscient de sa subjectivité et garder néanmoins un grand souci d'objectivité. Cette dernière ne peut venir que des autres comme le démontrent les travaux de Karl Popper dans son livre « La connaissance objective » 1978. Il est de tradition en sciences sociales de faire référence à une école de pensée. À mon avis, la relation humaine est si complexe que nous ne pouvons pas nous priver de différents éclairages. Je fais donc appel à la psychosociologie, la psychologie, la sociologie, la psychanalyse, le management, la biologie, la philosophie et d'autres disciplines. De même et au sein de ces disciplines, diverses écoles de pensée ont été consultées. La réalité est multidisciplinaire. C'est l'homme qui a inventé les disciplines. À la rigueur, mes propositions pourront être plus ou moins vraisemblables au sens de K. Popper 1978. Cette démarche s'inscrit dans des approches scientifiques ou philosophiques qui, à la différence de l'idéologie, peuvent et doivent être soumises à la critique. Ce travail porte essentiellement sur les relations interpersonnelles et très secondairement sur les aspects psychologiques et sociologiques de la relation humaine. Luc Ferry propose 3 dimensions de la philosophie 2006, page 27. A. La théorie qui signifie la compréhension du monde. B. La morale, ou éthique, qui signifie les relations avec les autres. C. La sagesse qui signifie la sérénité personnelle, le salut. Nous pouvons ajouter D. L'épistémologie, ou principe de la connaissance, appelée aussi canonique et qui est en relation directe avec la logique et la dialectique. Ce travail est focalisé sur la composante morale ou éthique, qui concerne les relations humaines et l'épistémologie, qui à mon avis est la voie principale vers l'amélioration des relations humaines. Je me suis permis d'écrire ce livre à la première personne, je, moi, mon avis,
etc. Car j'ai voulu éviter le nous impersonnel qui élude la responsabilité des contenus, tout en reconnaissant l'origine des citations empruntées. L'essentiel de ce livre est élaboré à partir de travaux de dizaines d'auteurs, de centaines de personnes rencontrées, mais je reste responsable de l'ensemble. Des mots ou des concepts ? Roger-Paul Droit écrit « Car pour simplement discerner parmi les objets ou les actions ceux qui sont beaux, courageux et justes, il faut que nous sachions déjà en quoi consiste beauté, courage et justice. Il nous faut avoir en tête le modèle, la forme, le concept de ces qualités, et trouver dans les objets concrets ou les actions réelles ce qui leur correspond. » 2011 page 29. Décrire un vécu n'est pas chose aisée. Nous savons ce qu'est le bonheur quand on le vit, mais on ne peut pas le définir, Saint Augustin. Le bonheur ne se laisse pas facilement penser, et encore moins expliciter. Par conséquent, un bon concept, même en étant très limité, nous aide à lire la réalité avec une plus grande précision, nous facilite sa compréhension et sa communication. Les concepts ont plus une ambition de généralité que d'universalisme. Les mots nous permettent de nommer les réalités, les concepts d'étudier leur complexité et dynamique. Un consensus latent fait que les mots existent par eux-mêmes, sans définition précise et sans limite. Ils sont surtout rarement critiqués. Un professeur très reconnu, lors d'un colloque, nous a dit un jour « Je n'ai pas besoin de définir un éléphant pour savoir ce que c'est. » Je ne suis pas d'accord avec lui. La science doit travailler avec des concepts clarifiés. Un de ses principaux buts est de trouver des différences entre les éléments qui constituent un objet, entre les différents objets de la nature et les lois qui régissent la nature. Élaborer des concepts pour étudier la réalité nous permet, non de la maîtriser, mais de mieux agir. Le concept serait alors un mot réfléchi, et confronté à la réalité. Le concept est alors à l'opposé de l'opinion qui n'est pas réfléchie, ni confrontée à la réalité. Ce travail de clarification des concepts pourrait être perçu comme un travail de vulgarisation, à savoir les rendre accessibles à tous les publics. À ne pas confondre avec un travail vulgaire qui se contenterait de décrire des perceptions personnelles ou collectives sans critique, sans confrontation avec la réalité, sans confrontation avec des travaux d'autres spécialistes en sciences humaines. Le principe de ce travail est de partir des mots pour proposer des concepts. Mais les concepts s'opposent souvent à l'usage courant des mots. Le langage de tous les jours, très ancré dans les esprits, même chez les spécialistes en sciences sociales, et le langage scientifique qui cherche la précision, les différences et les interrelations entre les éléments ou phénomènes qui structurent la réalité sociale, n'ont pas les mêmes buts. Le langage courant est pratiqué par des millions de personnes et le langage scientifique par quelques milliers. Le langage courant fait des confusions entre des mots qui seraient similaires pour la plupart d'individus et différents pour les scientifiques. Par exemple individualisme, égocentrisme, narcissisme, autisme et solipsisme. Dans le chapitre de l'égoïsme, je propose des concepts qui les différencient. Souvent le langage courant survalorise des mots tels que tolérance et altruisme. Ce travail a l'ambition de démontrer que derrière ces pratiques de relations humaines, des attitudes antisociales ou asociales peuvent se cacher. Ces termes nous renvoient à des relations humaines sans puissance, au sens de Nietzsche. Le langage courant dit des choses simples et souvent fausses. Le langage des scientifiques dit des choses vraies et souvent complexes. Tout langage est limité par la simplicité et par la complexité. Le spécialiste en sciences humaines finit par utiliser le langage scientifique au travail, rédaction de textes, conférences, débats, etc., et le langage courant dans la vie quotidienne. Dans un but pragmatique de compréhension et ou de clinique en sciences sociales, la précision et le codage du langage représentent un atout de première importance. L'efficacité dépend de la clarification des concepts et de leur pertinence par rapport aux réalités sociales concrètes. Les concepts facilitent la communication entre spécialistes et sont plus difficiles à comprendre par les non-spécialistes. Je suis conscient que travailler des concepts concernant la relation humaine finit par nous transformer. Pierre Hadot, cité par R.P. Droit 2013, page 226, parle de la conversion existentielle provoquée par la philosophie. Réfléchir sur soi-même et sur les autres n'est pas sans conséquence, tant pour l'individu que pour son entourage. Remerciements.
Je souhaite remercier Claire Bisoire, Francis Brenier, Patrice Caïba, Françoise Carès, Leonardo Cuevas, Nabila Erami, Arnaud Jiménez, Marc Geoffry, Victor Lacasia, Joël Letiec, Jean-Pierre Massa, Jacques Vaudel, Thierry Wagner et d'autres personnes qui grâce à leur relecture, commentaires et critiques m'ont aidé à mieux argumenter. Une mention spéciale est réservée à mon épouse Alicia Cuevas, au professeur Albert Jacquard et à Christian Tessèdre, qui ont lu la presque totalité de cet ouvrage et avec qui j'ai longuement échangé sur l'ensemble et sur les détails de ce livre. Le modèle le plus complexe n'est qu'une simplification de la réalité. Je suis conscient qu'il est illusoire de tout traiter de façon approfondie. Je me suis inspiré d'une manière très ambitieuse de la maxime de Leonardo da Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. Le ressenti des relations humaines est subjectif et souvent indescriptible. Les choix des niveaux et des concepts, les descriptions approximatives, le choix des références théoriques, etc., sont le résultat de choix arbitraires. L'ensemble du livre est donc discutable. Parfois je me suis aventuré à être polémique, mais comme l'a dit un collègue professeur, ne pas être polémique est pathétique. Ce qui n'est pas discutable, c'est l'importance de la rencontre entre les êtres humains. Rencontre qui est la seule et unique voie pour l'évolution et l'épanouissement de la personne. Je vous souhaite une bonne lecture. Chapitre 1 La haine. Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous de ceux que nous haïssons. La Rochefoucauld, écrivain. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Isaac Asimov, écrivain américain d'origine russe. Notion essentielle. Faire du mal, sans nécessairement en tirer un bénéfice pour soi et encore moins pour la victime. Refuser l'humanité de l'autre. La relation caractérisée par la haine apporte le plus souvent des effets négatifs, très rarement des effets positifs. Question. Qui n'a pas éprouvé de la haine pour une autre personne? Concept. Des Français otages en Afrique, des narcotrafiquants au Mexique, du terrorisme dans le monde, des assassinats de journalistes en Syrie, des femmes violées en Inde, etc. Pourquoi tant de haine dans le monde? Pourquoi tellement de violence? Pourquoi cette tendance irrésistible à déshumaniser autrui et à le réduire au rang d'objet? Dans une gravité moindre, des licenciements massifs, des cas de harcèlement moral, des humiliations dans les entreprises, de l'esclavage moderne, etc. R. Doron et F. Parot définissent la haine comme un sentiment toujours intense, d'une personne à l'égard d'une ou de plusieurs autres personnes à qui elle veut du mal ou dont les malheurs la réjouissent. 2011 page 337. Elle est caractérisée par la malveillance et souvent par la violence, physique ou morale, notamment du fait de l'incapacité à communiquer avec l'autre. Dans les exemples ci-dessus, à la haine s'ajoute un égoïsme exacerbé. Les personnes haineuses et ou égoïstes peuvent être considérées comme des personnes toxiques à la société. J'aurais pu appeler ce niveau de relation humaine l'hostilité ou l'agressivité, mais il est indéniable que les personnes ressentent souvent de la haine à l'encontre des autres et le terme de haine est plus intense que ceux d'hostilité ou d'agressivité. La haine se trouve entre ces derniers et la rage, qui est une émotion qui fait perdre la tête en provoquant un comportement violent. Je propose aussi de différencier haine et colère. Cette dernière relève davantage de l'indignation que de la méchanceté. La colère fait que l'individu s'éloigne de l'autre alors que la haine le rapproche pour lui faire du mal. La colère rend sourd et la haine aveugle. La colère cède souvent la place à l'amertume voire à l'abattement. La haine peut céder la place à la rage. La haine pousse souvent à souhaiter un malheur à l'autre, à se réjouir de sa peine ou pire encore à engager à une action malveillante. Il faut détruire l'autre, l'attaquer, l'humilier, le discréditer, l'annuler, le bloquer, le rabaisser, l'empêcher de satisfaire ses désirs, voire le faire disparaître. On veut du mal à l'autre. Le haineux aime la souffrance de l'autre. La haine est à l'opposé de la compassion. La haine est caractérisée par les sentiments suivants, présentés selon l'intensité et la nuisibilité. La haine douce, c'est vouloir être désagréable et la haine dure peut aller jusqu'au souhait de la disparition physique ou sociale de l'autre. Ces envies ou actions ont pour origine des sentiments d'aversion contre quelqu'un, voire contre un objet ou une idée. La haine fait ressortir de l'individu le plus mauvais de lui-même. La haine refuse la qualité d'être humain de l'autre. Ce dernier est perçu nuisible.
L'individu déteste les autres et se fait détester. Le vocabulaire de la haine est étendu, car c'est un sentiment très complexe. La haine est une caractéristique humaine. Qui n'a pas ressenti de la haine envers l'autre? Un grand nombre d'individus aiment la violence. Certains, par peur des sanctions, ne font qu'apprécier les guerres, les crimes, les films, les jeux vidéo, etc. D'autres, que nous pouvons traiter de malades, passent à l'acte. La société proscrit la haine. Mais un haineux ne respecte pas la loi. Généralement, ces derniers ont tendance à justifier leur comportement par une conception très personnelle de justice, de productivité, de respect du sacré, de patriotisme, etc. Certains ont fait un choix de vie, vivre leur puissance en dépit des autres. Ce choix est au fondement de leur identité, voir Michael Foessel et Adèle Van Ries, 2014 page 18. Tous les criminels trouvent des justifications à leurs actes. Dans le cas contraire, ils rentreraient en dissonance cognitive, voire paragraphe sur le management des frustrations dans ce chapitre. La haine est humaine. Les animaux et encore moins les machines ne haïssent pas. Le potentiel d'agressivité est d'autant plus grand chez certains individus que ceux-ci sont dotés d'une capacité d'imagination qui leur permet de concevoir les actions et de définir les moyens nécessaires. Ce qui a fait dire à Hobbes que l'homme est un loup pour l'homme. Eric Fromm, 1964 page 54 appelle ces individus nécrophiles. Ils ont le désir de tuer, le culte de la force, l'attrait pour la mort et la saleté, le sadisme, la volonté de transformer l'organique en inorganique par le biais d'une mise en ordre. Le même Fromm, 1964 page 38, continue à décrire le nécrophile. Le meurtre devient l'ivresse suprême, le grand acte d'affirmation de soi. La haine peut se manifester individuellement, mais comme l'explique Freud dans son livre Psychologie de foule et analyse du moi, les sentiments de haine et aussi de générosité s'exacerbent en situation collective. La haine renvoie à la question de la liberté de l'individu. Le fait-il par volonté ou par pulsion? Choisit-il le mal consciemment? Son comportement fait-il partie de sa liberté de choix de vie, ou est-il la résultante des facteurs sociaux? Eichmann, le tristement célèbre tortionnaire nazi, affirmait que les soldats étaient inconscients du mal qu'ils pouvaient faire. Les guerres banalisent souvent la violence et font que l'intelligence, au sens de compréhension, des individus se taise. Une idéologie pense à leur place, en les empêchant de voir la réalité. De même, comme l'explique Adèle Van Ries, plus un individu agit méchamment, plus il devient méchant. Foessel Monsieur et Van Rissa 2014 page 17. Le haineux le fait-il par intérêt personnel, ou par intérêt général? Je pense qu'il le fait majoritairement par intérêt personnel, mais nous ne pouvons pas exclure ceux qui font du mal à autrui par intérêt général comme l'explique Milgram, 1994. Certains appellent salauds les individus qui haïssent. L'égoïste ne consent à rendre service à autrui que dans la mesure où cela ne compromet pas son bien-être. Le salaud va plus loin. Il est prêt à tout pour son propre bien, même au pire il fait subir un grand mal à autrui pour obtenir un petit bien pour soi. À Comte-Sponville 2010 page 101. La haine se manifeste par des actes parfois très violents, par le mépris, par l'émission de phrases blessantes, des moqueries, etc. qui entraîneront des réactions chez l'autre, de vengeance et de haine à son tour. Par ailleurs, les discours chargés de haine sont très passionnels, en prenant des caractéristiques similaires à la paranoïa. Paradoxalement, nous avons tous trouvé des salauds sympathiques. Souriant avec nous et racistes ou méchants auprès de certaines populations. Capables d'altruisme avec ses semblables, et des pires actions auprès des personnes différentes. Les criminels, pour réaliser leur forfait, peuvent manifester des comportements très agréables. L'acte peut profiter à l'homme qui éprouve de la haine, mais peu importe s'il est gratuit, s'il n'obtient aucun bénéfice, pourvu qu'il fasse du mal à l'autre. Les tortionnaires continuent à torturer même si leur victime a tout avoué. Un directeur d'une entreprise, chaque fois qu'un cadre réussissait quelque chose d'important, disait « Vous voyez, ce n'était pas si difficile ». Son plaisir consistait à humilier les collaborateurs à chaque occasion. L'individu qui éprouve de la haine est insensible à la souffrance de l'autre. Lorsqu'il, l'homme, cède à la haine et prend le mal comme projet, lorsqu'il tue ou torture gratuitement des innocents, il est pour ainsi dire en excès par rapport à la logique de l'utilité. Ferry 2012. Le sadisme en est un exemple. Jusqu'où un sadique est-il conscient de ses actes, à partir d'où est-il inconscient?
La relation humaine est caractérisée notamment par la coopération et le conflit qui peut en découler. Si Kant nous dit de traiter l'autre comme une fin et non comme un moyen, c'est qu'il perçoit souvent la relation humaine comme relevant de l'exploitation, où l'un exerce un pouvoir sur l'autre. Michel Foucault, 1976, distingue pouvoir et violence. Il appelle pouvoir la possibilité d'un individu de contrôler le comportement d'une autre personne, de l'empêcher de réaliser ce qu'elle souhaite et de lui faire faire ce qu'il souhaite lui-même. Dans ce cas, le pouvoir porte sur les actions de l'autre et non sur sa personne. Inversement, la violence porte sur la personne et non sur ses actions. Elle peut être physique, mais aussi psychologique. L'objectif est d'annihiler la personne et non ce qu'elle fait. La violence entraîne pour la victime la perte de sa qualité de personne, pour devenir un objet. Nous avons par exemple les otages. Ceux-ci deviennent une marchandise à négocier. Origine de la haine. Qu'est-ce qui provoque la haine? Elle a une grande diversité de sources. Elle peut être provoquée par la haine de l'autre, par son égoïsme, par une envie d'emprise, par l'histoire collective, inconscient collectif, par les préjugés, par les stéréotypes, par une certaine tolérance qui crée plus d'exclusion que d'intégration, par des commentaires anodins, mais sur des points sensibles pour l'individu, par exemple des moqueries, par des mouvements collectifs, confère travaux de Gustave Le Bon, par une blessure des apostrophes, amour-propre, par une injustice subie, par des humiliations, par des frustrations, des abus, des actions agressives envers l'autre, par l'exploitation subie, etc. Quand un individu a fait du mal à un autre, la haine de ce dernier est vite éveillée. La haine est surtout caractérisée par la passion, et souvent par l'intérêt. La haine est provoquée aussi par l'envie, et par la jalousie. En latin invidia signifie regarder avec un mauvais œil, et jalousie en grec signifie convoiter ardemment quelque chose. L'envie porte sur des caractéristiques personnelles ou des biens, et la jalousie sur les personnes. Dans l'envie, le but pour l'individu est de posséder les qualités ou les biens, et être égal ou supérieur à l'autre. Les Juifs ont été souvent persécutés par envie de leur richesse, pouvoir et réalisation scientifique et artistique. Les différences socio-économiques sont aussi à l'origine de la haine. Les personnes exclues vivent mal leur exclusion économique. Taille du logement, voitures de luxe, appareils des nouvelles technologies, etc. Le problème est l'attitude ostentatoire de certains nantis, surtout les nouveaux riches, qui s'affichent devant les pauvres, guidés par une envie de paraître, pour démontrer un statut social supérieur qui amènerait en principe un respect des autres et qui finissent par éveiller la jalousie et l'envie des exclus. Les personnes aisées fines sont discrètes. Pierre Bourdieu disait, la distinction réside dans la discrétion. Quand l'envie est très intense, elle peut amener à des comportements extrêmes, notamment dans le cas des tentatives infructueuses d'appropriation. L'individu peut être tenté par la destruction de la chose, personnelle ou impersonnelle, concrète ou abstraite, enviée ou jalousée. Dans cette logique, la destruction de la personne ou de l'objet est une défense psychologique, car un objet détruit ne provoque plus la jalousie ni l'envie. Certains groupes cherchent à éliminer des personnes appartenant à un groupe différent. Ils se disent que s'ils ne le font pas, ce sont les autres qui vont les éliminer. Par exemple, la guerre en Bosnie-Herzégovine. Les Serbes ont voulu effacer de la terre ceux qui sont différents, bosniaques et croates. De cette façon, ils seraient entre semblables, où le connu aura pris la place de l'inconnu. Nous avons aussi le cas des personnalités publiques qui incarnent les désirs collectifs, entraîneur de l'équipe nationale de football, un homme politique, un artiste, un scientifique, etc. Quand de par leur faute ou non, ils déçoivent, ils déclenchent la haine par la déception importante née d'une attente immense, il n'y a qu'à voir les réactions dans le monde lors d'une Coupe du monde de football. Ils représentent les désirs nationaux les plus profonds de prestige, d'espoir d'une meilleure vie, de fierté, etc. Ils deviennent alors des boucs émissaires. Il y a aussi le cas des hommes narcissiques, des mégalomanes, qui deviennent tyranniques avec leur entourage. Ces tyrans sont poussés par un désir de toute puissance, de satisfaction des plaisirs narcissiques. Certains individus se sentent supérieurs aux autres. Aux États-Unis, des scientifiques se sont consacrés à démontrer, en s'appuyant sur des mesures du QI, coefficient intellectuel, que l'intelligence des Blancs était supérieure à celle des Noirs. Heureusement que les vrais généticiens ont démontré la totale fausseté de cette pseudo-science. A. Jacquard, 2006, page 36.
Une autre source est l'ennui. Nous avons par exemple le cas des enfants qui s'amusent à jeter un chat en l'air car ils n'ont rien à faire d'autre, ou que ces mêmes enfants souhaitent démontrer aux autres qu'ils maîtrisent la situation. Certains taquinent les autres cherchant à épicer leur quotidien sans se rendre compte qu'ils éveillent la haine de leurs victimes. L'exemple classique, ce sont les phrases d'humour qui se font au détriment de l'autre. Sophocle synthétise ces éléments avec sa phrase « Le plus souvent la bêtise est la sœur de la méchanceté ». Le narcissisme exacerbé de certains individus, notamment des hommes politiques et dirigeants d'entreprises, les pousse à manifester des comportements haineux. Le narcissique ne comprend une logique que la sienne. Pour lui, les autres sont des objets pour satisfaire ses désirs de pouvoir et de productivité. Il aime décider souverainement dans tous les domaines, et toute opposition l'irrite. Pour lui, toute délégation est dangereuse. Ce sont des dieux qui n'ont pas d'autre frein à leur passion que la maladie, la vieillesse et la mort. Le Fromm 194 page 87. Ils n'hésitent pas à tuer, physiquement ou symboliquement, ceux qui s'opposent à eux. Quand les gens et surtout les jeunes voient comment certains riches le sont grâce à des magouilles, par l'exploitation des employés et des ouvriers, par l'évasion fiscale, par la corruption, par les rétrocommissions, etc. Des méfaits qui font la une tous les soirs dans les journaux télévisés de 20 heures, leur haine est compréhensible mais reste injustifiée car la violence n'est jamais justifiée. La prolifération des jeux vidéo violents, et dans un moindre impact les films, les séries de la TV, la littérature, etc. ont banalisé la violence et la mort. Il n'y a qu'à voir la succession de tueries aux États-Unis ces dernières années. La presse à scandale se développe. La vie monotone fait que l'individu s'excite lors des meurtres réels ou fictifs. Ils croient qu'ils vont vivre plus intensément en les lisant. La civilisation refoule les pulsions agressives, mais lors de circonstances exceptionnelles, guerres, catastrophes, etc., elle se manifeste brutalement tandis qu'avant elle se maîtrisait par peur des sanctions. Fromm parle de violence compensatoire, 1964, page 34. Si pour certaines raisons, angoisse, incompétence, etc., un individu est impuissant et ne peut agir, il éprouve de la souffrance. L'action de créer demande beaucoup de qualité. Détruire n'en requiert qu'une seule, être violent. De cette façon, il récupère le sentiment de supériorité. Quand un salarié subit les attaques haineuses d'un chef, notamment dans le cas du harcèlement moral, il va souvent avoir le sentiment de devenir un objet. Quelqu'un qui a perdu le droit à s'exprimer, le droit à décider, de construire, etc. Cuevas 2013. Les entreprises avec une structure pyramidale font que les individus 4 ou 5, pour des questions de carrière, se battent pour le poste supérieur. 1. La guerre pour obtenir le poste convoité fait souvent que les relations se dégradent en rancune voire en haine. L'individu est poussé à négliger son travail et passer la journée principalement à se défendre, à attaquer son agresseur, à le discréditer, à devenir un être violent contre sa volonté. De même pour une personne séquestrée, elle passera la journée à imaginer sa vengeance et en même temps à obtenir les faveurs de ses ravisseurs. Lors d'un plan social dans une entreprise, les salariés ne portent plus de nom ni de fonction, ils deviennent des numéros. L'on observe un processus de déshumanisation. Parfois la violence est rationalisée, les concurrents nous attaquent, ou justifiés, les autres nous ont attaqués, nous insultent, nous ont volé, etc. Cette haine est souvent valorisée socialement. Arrêtons-nous sur l'histoire du vol. J'ai constaté que la haine est souvent économique. Toute ressource par définition est rare, les terres, l'eau, la technologie, le pétrole, les aliments, etc. Certains individus qui ont volé deviennent riches et donc admirés par un grand nombre d'individus. L'argent, qui représente la possibilité d'accéder à cette reconnaissance, est très convoité et à l'origine de la plupart de comportements haineux. On raconte la devinette suivante, qu'est-ce qu'une famille ? Réponse : un groupe social uni par les liens de sang et désuni par les liens d'argent. Certains sont haineux car ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Cette absence d'amour de soi peut venir d'une enfance difficile. Leur traumatisme leur empêche toutes sortes d'amour, de soi, des proches, des autres, ils n'aiment personne et en veulent à toute l'humanité. Ils ne sont pas sur la défensive et n'écoutent pas les autres, pour ne pas se faire avoir encore. Mais ils sont aussi à l'offensive en croyant qu'en écrasant ceux qui se mettent sur leur chemin, ils pourront prendre leur revanche. Stéréotypes et préjugés.
Étant donné que les perceptions de chacun de nous qui constituent notre lien au monde sont très limitées, nous nous trouvons face à la situation de devoir croire ce que les autres personnes nous disent. De nos jours, la télévision notamment façonne nos perceptions. Il est très difficile de vérifier les informations. L'individu dispose de capacités limitées de traitement de l'information. De cette façon s'établit un large système de captation d'informations non vérifiées, mais qui nous permettent de nous adapter plutôt bien dans notre environnement. Le problème est que les croyances relèvent de la foi. Pour cette raison, elles n'ont pas besoin de démonstration pour être prises pour des réalités ou pour des principes. Les croyances font partie de l'identité de l'individu. Toute remise en cause d'une croyance constitue une atteinte à l'identité de l'individu, d'autant plus que les croyances ont été diffusées par le groupe social, d'appartenance ou de référence, groupe auquel l'individu refuserait de renoncer au nom de la vérité. Parmi les principales croyances, nous avons les préjugés et les stéréotypes. Ceux-ci représentent un grand obstacle à la construction de l'image de la personne qui se trouve en face, car ils renvoient à une image précédente inscrite et figée dans l'esprit qui empêche l'élaboration d'autres images, et s'appuie sur le repenser au sens de se représenter, présenter à nouveau l'image inscrite, et non aux pensées qui réactualisent les idées suite à des nouvelles informations. L'individu influencé par les préjugés et les stéréotypes ne juge pas en fonction des réalités, mais en fonction des représentations qu'il se fait d'elles. L'individu, de par ses préjugés et ses stéréotypes, fait du mal à autrui. Il est souvent à cause de suspicions. Heitor de Macedo 2008 page 340 le confirme. La haine n'attrape pas la vérité, elle l'enserre à l'intérieur d'une pensée immobile où plus rien n'est transformable, où tout est pour toujours immuable. Le haineux navigue dans un univers de certitude. Cette pensée immuable est fondée essentiellement sur des modes de jugement tout faits, des prêts à penser, structurés souvent par des mots apparemment anodins, appelés préjugés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.